Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 202, une interview sur le thème et sur un thème qui nous tient à cœur, le bonheur. Et Bulle de Bonheur a la chance de rencontrer Julien Perron et sa marque C'est quoi le bonheur, entre autres. Alors, bienvenue Julien. Merci, bienvenue à toi aussi Raphaël. Ouais, ravi de passer ce moment avec nous. Je suis sûre que ça va être une interview riche de sens et surtout authentique. En fait, c'est un peu tout ce que j'aime. Et Merci. comme toujours, nous continuons notre quête à la rencontre de gens heureux qui ont aussi des histoires. Alors Julien, je vais quand même parler un peu de toi, de tout ce que tu as fait. Tu te définis comme un chef d'entreprise intuitif. Tu es créateur de marque, innovation en éducation et c'est quoi le bonheur pour vous? Tu es aussi réalisateur, producteur, conférencier et auteur. Depuis plus de 20 ans, tu multiplies les initiatives dédiées à la connaissance de soi, à l'éducation et au voyage dans un seul et même objectif, semer des graines de bonheur, d'espoir et d'inspiration. Alors, franchement, ça nous parle vraiment. Après ton film à succès, C'est quoi le bonheur pour vous? Tu as eu 2 millions de spectateurs, tu as signé un premier ouvrage sur la recherche du bonheur après un long cheminement autour de ta dyslexie et de ta dysorthographie. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Voilà un petit portrait, évidemment pas exhaustif sur la richesse de tout ce que tu peux faire. J'ai envie de commencer par rebondir là tout de suite autour de l'éducation, de la connaissance de soi, qui je trouve est une thématique quand même malgré tout assez connexe avec le bonheur. Qu'est-ce que tu en dirais? Ah bah j'en dis que ça me parle beaucoup parce que pour moi c'est toute l'énergie que je mets maintenant depuis 20 ans entre justement connecter l'éducation et le bonheur. Moi j'entends par bonheur, pour que tu l'étudies toi aussi de ton côté, tu as dû t'en rendre compte. C'est vraiment une vaste question, c'est pas une question qui est anodine, ça englobe tellement de paramètres et tellement de choses dans notre vie euh, que pour moi, et on en parlait un tout petit peu là en off, si tout part de l'éducation, alors tout part de la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, elle est directement connectée justement au bonheur. Donc pour moi, c'est pas des choses qui sont indissociables, sont deux choses qui sont vraiment, j'allais dire, primordiales dans notre société. Mais pour en revenir au tout début, avant de tendre vers le bonheur et de comprendre réellement qui on est, ce qui nous fait vibrer, comprendre nos talents innés, tu sais, là on est très très bon dans quelque chose de manière naturelle, vraiment nous connaître de manière vraiment profonde. Avant de ça, bien évidemment, on passe par les bancs de l'école, on passe par l'éducation de nos parents, par l'éducation sociétale aussi, qui englobe la politique, le mainstream et beaucoup de choses. Donc oui, il y a un vrai pont, et donc c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie entre le domaine de la connaissance de soi, pour mettre un terme et qui englobe beaucoup de choses, et le monde de l'éducation. Tu sais, souvent, moi, quand on me dit de me présenter, je dis que je suis un jardinier. Tu sais, parce que j'ai vraiment le sentiment de semer des graines comme ça depuis 20 ans autour de moi, justement pour inspirer les gens, pour générer des déclics, pour accélérer les prises de conscience. Et je vois que ça fonctionne. Donc, je vois que ce qu'on fait, mais on est des millions de personnes, et ça, je trouve qu'il y a quand même encore peu de personnes qui sont au courant de ça, c'est qu'on est vraiment des millions de personnes, ne serait-ce qu'en France, et partout dans le monde, chacune à se mobiliser de notre côté, comme tu le fais toi, par exemple, avec le podcast et dans le cadre de tes activités, pour justement essayer de faire avancer un peu les choses de manière positive, en réalité, dans notre société, quoi. Et donc, moi, je peux voir que tout ce qu'on a mis en place maintenant depuis 20 ans, à travers plein d'outils, et dans l'éducation et dans la connaissance de soi, ces graines-là, elles ont poussé. Ça a inspiré aussi d'autres gens à devenir eux aussi des jardiniers, de manière métaphorique. Et donc, c'est comme ça que nous, on se nourrit de ça. Alors, quand je dis nous, c'est toute l'équipe avec laquelle je bosse. On se nourrit de ça parce qu'on voit que ça fonctionne. On voit que quand tu sèmes une graine, elle met un temps certain avant de pousser en fonction d'un individu, mais il faut jamais sous-estimer en fait le fait d'avoir planté une graine, parce que vraiment ça fonctionne. Donc moi je suis très heureux et ravi de voir l'évolution qui a pu avoir là depuis qu'on a créé l'entreprise. Donc, il faut remonter en 2003. Vraiment, pour les gens qui sont un peu sceptiques, qui se posent des questions, parce que c'est vrai qu'on a quand même une actualité qui est assez anxiogène. Globalement, on peut se laisser vite happer par ce qui se passe dans notre société, en tout cas ce qu'on nous montre. Et moi, ce que je vois, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire c'est l'autre pan de la réalité, parce que c'est une partie de la réalité, ce qu'on nous montre. Moi, je vois l'autre pan de la réalité, et je vois que les choses avancent. Et elles avancent dans le bon sens, justement, dans le sens de
on amène davantage de savoir-être, de connaissance de soi dans notre société. Mais c'est clair que comme on est en France, je vais parler de la France, ça avance très lentement. Donc moi je dis très souvent qu'on a 15 ans de retard sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que ouais, il faudrait qu'on se refasse un podcast comme ça dans 15 ans pour voir l'évolution. Mais je peux te donner juste un exemple pour montrer l'évolution. À l'époque, donc on est en 2003, quand je crée mon entreprise, je vais voir le monde de l'entreprise parce que je me dis c'est là en fait où il y a de l'argent. Et donc si je veux développer mon entreprise, il faut que j'aille en fait chercher de l'argent quoi quelque part quoi. Et moi à l'époque, sans m'en rendre compte, j'ai créé le marché du tourisme bien-être et éco-responsable. Et donc du coup, quand j'allais voir le monde de l'entreprise et que je leur parlais juste de séjour bien-être, il y en avait un grand nombre qui pensaient que j'étais un gourou, que j'avais créé une secte, tu vois, juste parce qu'il y avait le mot bien-être. Alors, je te parle pas fallait pas que je parle de méditation, ni de yoga, tu vois, ça aurait été encore pire. Et donc là, on voit bien maintenant, en 2023, on a des applications pour apprendre la méditation. Il y a des cours de yoga, mais quasiment partout dans toutes les villes et à profusion, voire même trop d'ailleurs pour moi. On voit bien que globalement, le monde du bien-être, c'est quand même bien développé en France. Il y a des salons, des colloques, des festivals dans quasiment tous les départements de France. Alors qu'à l'époque, il y avait le salon Zen qui venait à peine de naître à Paris et le salon Marjolaine, je crois. Donc, c'est quelques exemples juste pour montrer que finalement, tu vois, on avance quand même dans la bonne direction. C'est-à-dire que on peut se dire, ah là là, parce qu'il y a une partie de la population qui dit le gouvernement est contre tout ça, la pharmacopée est contre tout ça, et tout, etc. Mais fatalement, moi, je vois l'évolution et je vois qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir prendre soin de nous, à vouloir comprendre un peu comment on fonctionne, à comprendre nos propres mécanismes. Et donc là, aujourd'hui, c'est génial. On a des pans entiers de livres dans toutes les librairies. On a des conférenciers à gogo, on a des formations. Enfin, on a vraiment tout ce qu'il faut maintenant à l'heure d'aujourd'hui pour une personne, par exemple, qui nous écoute et qui aimerait faire le premier pas, je sais pas, demain ou ce soir, de dire, bon, ok, c'est vrai, putain, ils ont raison. Bon, alors, par quoi je commence? Bon, va déjà sur Internet, tape, je sais pas, moi, conférence bonheur, activité bonheur, colloque bonheur, tout ce que tu veux. Et il y a déjà plein de choses en réalité qui existent. Donc, on avance dans cette direction. Et cette direction, pour moi, c'est plus de savoir-être et de connaissance de soi dans la société parce que ça part de là. Tout à fait. Du coup, tu dirais que c'est aussi beaucoup l'ouverture au monde des émotions? Quelque part, oui, non, mais c'est oui au monde des émotions forcément, parce que peut-être qu'on est à peu près de la même génération, mais moi, par exemple, en tant que garçon, on m'a toujours dit, t'es un garçon, donc tu ne pleures pas. Les choses à ce niveau-là sont en train d'évoluer quand même. On est en train de faire comprendre aux garçons, oui, tu peux pleurer, quoi, c'est normal, c'est des émotions. Donc tout ce champ qui est lié, d'ailleurs, on en parlait aussi au off, aux compétences psychosociales, donc tout ce qui fait de ce qui nous construit en tant qu'homme, donc l'empathie, l'amour inconditionnel, aider autrui, être dans la coparticipation, la co-création, l'intelligence émotionnelle, tout ça, je vois en fait que ça s'intègre de plus en plus au sein de l'éducation nationale, parce que nous, on est vraiment en contact avec les enseignants, les profs et tous les professionnels dans le monde de l'éducation. Donc là, vraiment, il y en a de plus en plus qui se forment par eux-mêmes, très clairement, et qui essayent, un peu comme des chercheurs, de voir comment ça fonctionne en classe avec leurs élèves. Et puis globalement aussi la société. Donc là, c'est assez disparate en France de ville en ville. Moi, j'ai la chance de me balader un petit peu partout en France, donc je peux voir globalement, politiquement, le mindset aussi dans lequel est la société, de voir un peu comment ça se passe dans plein de villes en France, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, etc. Donc on voit bien qu'il y a des coins, c'est toujours très dépendant de l'humain, où c'est beaucoup plus présent, où il y a vraiment, j'allais dire, je le mets entre guillemets, une vraie politique de bien-être pour les citoyens en fait qui vivent dans cette ville, dans la région, etc. Et puis il y en a d'autres, ils en sont pas à ce niveau-là, mais ils inspirent aussi forcément les autres à faire la même chose. Donc oui, et moi franchement, ça fait bien une quinzaine d'années que je me balade comme ça en France dans le cadre de mes activités. Et puis dans d'autres pays, bien évidemment, je fais très souvent la Suisse, la Belgique, le Canada et la France globalement. Je vais aussi au Maroc et en Tunisie. Et je vois en fait, tout converge dans cette direction, même s'il y a d'autres pays qui nous semblent un peu plus en avance. Globalement, on a à peu près tous compris en Europe qu'on avait intérêt en fait à avoir une population qui réfléchit très différemment de ce qu'on réfléchissait nous à l'époque. Et pour ce faire, ça part de l'éducation et donc du coup de la connaissance de soi. Mais d'ailleurs, tu vois, moi qui reviens des États-Unis, je suis très frappée comment dans les écoles, on va développer, ils développent, les professeurs développent
l'oralité, le fait de se présenter, d'avoir confiance en soi. Et ça fait des adultes qui ont un ego, c'est-à-dire qui Oui. croient en eux, qui ont confiance en eux. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant de véhiculer ça par l'école, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'on avance, qu'on apprend, qu'on grandit et qu'on prend confiance en soi. Une autre chose que j'ai aussi beaucoup appris, c'est que en fait, l'échec n'existe pas. On appelle ça une expérience. Et l'échec participe, à mon sens, à la connaissance de soi. Ah oui, mais tellement, mais tellement. Mais ça, c'est encore une vision française, hein, de se dire que l'échec, c'est mal. Mm. C'est très mal perçu encore en France, hein. J'espère que les choses vont avancer dans ce sens-là, mais c'est bien que tu cites les États-Unis parce que c'est quand même le pays. Moi, j'y suis allé plusieurs fois aussi. C'est vraiment le pays qui gratifie un peu l'échec, parce que même les banques, quoi, elles te soutiennent si tu t'es planté. Elles préfèrent soutenir un entrepreneur qui s'est planté qu'un gars qui se lance, parce que justement, ils se disent, bah, bon, a priori, il a retenu les leçons, donc normalement, il fera pas les mêmes bêtises, quoi. Et nous, c'est plutôt l'inverse. En fait, on te pointe du doigt. On dit, ah, c'est pas bien, mon Dieu, t'es mauvais. Et donc, c'est tellement culturel. On en parlait un petit peu aussi avant de commencer. C'est fou, en fait, comme chaque pays nous conditionne et nous formate à penser, à avoir une pensée, tu sais, d'une certaine manière, à voir la vie à travers les filtres, en fait, de tout ce qu'on nous a appris, entre guillemets, quoi. Et c'est vraiment très différent d'un pays à un autre, quoi. Il va y en falloir des générations, hein, pour inverser la vapeur, parce que tout ça, ça va se faire, j'imagine petit à petit. Mais et du coup, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que dans ce que tu fais en termes d'éducation, à la fois c'est l'éducation à l'école, l'éducation à la maison, et puis l'éducation sous tous ses pans en fait. Donc en fait, oui. l'éducation dans le sens premier du terme, on aide à grandir. Oui, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que moi, je dis très souvent, il faut pas pointer un organisme plus qu'un autre. C'est vraiment une démarche qui doit être sociétale. Parce qu'on voit bien que dans chaque pays, on est conditionné par l'ensemble, en fait, de tout ce qui nous entoure. Donc, pour en revenir à l'éducation vraiment propre, moi, je parle à chaque fois de trio gagnant. Et je me dis que il faut s'occuper idéalement des enseignants, des parents et des enfants. Donc, si par exemple, on se concentre uniquement sur les parents, autrement dit, en essayant justement de les déconditionner, de les reconditionner pour leur faire comprendre qui ils sont réellement, comprendre réellement comment on peut, au mieux qu'on peut, accompagner les enfants, et qu'on oublie les enseignants, par exemple, en parallèle, forcément, ça va créer un décalage, quoi. Si les enseignants mettent en place, je sais pas, un exemple, la pédagogie Montessori, par exemple, avec tout ce qu'il y a de bon dans la pédagogie Montessori, mais quand l'enfant rentre à la maison, c'est tout l'inverse qui se passe à la maison, là encore, ça va créer un décalage. Donc, c'est pour ça que je dis à chaque fois que c'est sociétal et on devrait vraiment mettre en place à tous les niveaux de notre société cette démarche-là. Mais donc, à un moment donné, il faut bien commencer quelque part. Bien Comme on sûr. passe plus de temps à l'école qu'au sein de notre foyer et que l'école, c'est de l'instruction et non de l'éducation, je pense qu'un des leviers qui devrait être très important pour ça, c'est justement l'école. Que le plus tôt possible, on nous instruit, on nous sème des graines autour justement de la connaissance de soi. Si ça se fait dans ce sens-là, en fait, tout ça, ça remonte progressivement après auprès des parents, parce que les enfants, c'est des véhicules d'information et de communication qui sont juste géniaux. Donc, tout ce qu'ils apprennent à l'école, forcément, ils en parlent après quand ils rentrent à la maison. Ça inspire aussi les parents, du coup, à se poser les questions. Et de plus en plus, après, on trouve une forme d'équilibre au sein du foyer. Mais c'est juste parce qu'on passe plus de temps à l'école qu'au foyer qu'à mon avis, c'est là où il faut mettre plus d'énergie. Mhm. Non, non, tout à fait. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour cet éclairage au niveau de toutes tes actions autour de l'éducation. Alors écoute, on va démarrer avec notre première question, Julien. Dis-moi, qu'est-ce qui te rend heureux dans ton quotidien? Il y a beaucoup de choses qui me rendent heureux, mais déjà, moi, ce qui me rend vraiment heureux et fier de moi, déjà, dans un premier temps, et j'ai mis du temps à le dire, d'être fier de moi. Ouais, j'ai vraiment mis du temps parce que je crois que j'avais pas pris le temps de me poser et de regarder un peu tout ce que j'avais mis en place depuis 20 ans. Et donc, je suis heureux d'être qui je suis et de mettre à contribution mes excellences pour le bien commun. C'est vraiment ce qui me nourrit dans ma vie de tous les jours. Et je trouve maintenant, et je suis ravi de pouvoir transférer le message, de donner des conférences et de parler de tout ça parce que je vais faire une petite aparté pour que les gens comprennent pourquoi je dis ça et que je suis heureux maintenant de le dire, en fait, que je suis fier de moi, c'est que je suis pas du tout parti avec les bonnes cartes. Mais vraiment pas, quoi. Et il y a sûrement des gens qui vont se reconnaître là-dedans parce que pour moi, c'est inspirant.
j'ai commencé à créer mon activité. J'étais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage à Paris, sans ascenseur. J'y suis resté 10 ans dans cette chambre. Et avant de m'installer dans cette chambre, j'avais été SDF pendant un peu plus de 6 mois, en plein hiver. Ça a été une période très compliquée. Je suis dyslexique et dysorthographique et je n'ai pas de diplôme. J'ai même pas le BEPC. Donc, on peut considérer, au regard de la société, que j'avais vraiment pas du tout les cartes entre les mains pour créer une entreprise. Mais par contre, j'avais quelque chose, une belle carte, un bel atout, un beau, même pas, non, pas un joker, mais un bel atout. C'est que moi, je suis né dans une famille où on parlait de connaissance de soi déjà quand j'étais gamin. Donc, j'ai commencé vers l'âge de 10 ans à cheminer vers moi, tu sais, à cheminer vers la meilleure version de moi-même. Et je mesure maintenant la chance que j'ai, en fait, d'avoir commencé très tôt. C'est ce qui m'a amené justement à 23 ans à créer mon entreprise. Quand je me suis lancé dans cette création d'entreprise, tu te doutes bien, mon entourage le plus proche, mes amis, ma famille, me disaient, mais t'es complètement fou. Tu sors d'une période là, t'es SDF, et là maintenant t'as envie de créer une entreprise, quoi. Super. Comment tu vas faire? T'as pas d'argent, t'as pas de diplôme. Mais par contre, voilà, j'avais cette connaissance de moi, donc du coup, j'ai écouté fortement cette intuition. Je pouvais pas mettre de mots dessus, mais je sentais qu'il fallait que je mette à contribution mes talents, mes talents innés, mes compétences pour l'humanité, pour quelque chose de positif dans notre société. Et donc, tu vois, j'ai bien fait de l'écouter parce que du coup, là, je vais raccourcir. Il y a 20 ans qui se sont écoulés. Et en 20 ans, comme tu l'as dit en introduction, j'ai mis en place beaucoup de choses, en réalité, déjà dans ma vie personnelle et professionnelle, qui ont impacté positivement des millions de personnes. On avait fait des calculs il y a 5 ans, on avait impacté plus de 10 millions de personnes. Et donc, ce qui me nourrit en plus et ce qui me rend encore plus heureux derrière tout ça, c'est de voir que toute l'énergie que je mets, et cette énergie, faut comprendre que ça regroupe beaucoup de choses. Dans cette énergie, c'est déjà le temps que moi je prends pour moi pour m'occuper de moi. Tous les matins, je suis réveillé à 5h30 du mat et je prends au moins 1 heure et demie de temps pour moi pour m'occuper de moi en priorité avant tout le reste. Parce que j'ai compris il y a très longtemps en arrière que si moi déjà j'étais bien, si j'étais bien dans ma tête, si j'étais bien dans mon corps, forcément ça aurait un impact aussi sur les autres. Et donc forcément aussi un impact sur mon entreprise. Donc ça c'est ma priorité, c'est là où je mets beaucoup d'énergie. Et donc, je vois rien que déjà en faisant ça, que j'ai un impact très important autour de moi. Parce que ça inspire les gens. En réalité, ils disent, putain, mais t'es tout le temps en forme, Julien. T'es tout le temps rayonnant. Tout va très bien pour toi. T'es tout le temps optimiste et tout. C'est génial. Tu réussis dans toutes tes entreprises. C'est magnifique. Et ils me disent à chaque fois, mais comment tu fais? Et je leur dis, mais parce que je prends soin de moi. C'est vraiment une des clés, quoi. Et donc, ce qui m'alimente après derrière dans cette énergie, qui m'apporte encore plus d'énergie, c'est tous les commentaires, c'est toutes les personnes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, dans les emails, etc., et qui me remercient tout simplement d'avoir regardé le film, de jouer au jeu de cartes, d'écouter le podcast, de venir aux événements qu'on organise, parce que ça les nourrit, parce que ça leur fait beaucoup de bien, ça génère des déclics, et que ça change leur vie. Et ça, c'est un peu l'essence d'une voiture, quoi. Et donc moi, c'est ce qui me nourrit dans ma vie de tous les jours. Et quelque part, peut-être que c'est même au même niveau que ma chérie, je sais pas quoi, mais c'est vraiment quelque chose de très important dans ma vie parce que je me sens utile et je pense que chaque citoyen, en fait, a cette possibilité-là. Exactement. Et pour ce faire, il faut nous accompagner le plus tôt possible à nous connaître, quoi. Et puis, je pense que de toutes les manières, se sentir utile, c'est juste tellement, tellement fondamental et tellement important. Tu vois, tous les seniors qu'on peut rencontrer qui nous disent qu'ils se sentent inutiles pour la société et qu'en fait, c'est déprimant de se sentir inutile. Et je partage complètement ton point de vue en disant, on a tous une place, à nous d'aller la chercher et plus on va se connaître et plus on va réussir à la trouver. Et, exactement. Ouais, c'est vraiment, vraiment important. Une deuxième question, Julien. Oui. Une valeur humaine qui te rend heureux. Une valeur qui me rend heureux. Mais j'aime bien, moi, les gens qui sont, c'est pas vraiment une valeur, qui sont vraiment alignés avec qui ils sont réellement. C'est-à-dire entre ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Et cet alignement, en fait, cette cohérence, pour moi, elle est très importante. Mais en même temps, inévitablement, elle est liée aussi à cette fameuse connaissance de soi. Et comme on voit que dans nos sociétés respectives, globalement, on n'avance pas forcément communément dans cette direction, forcément, il y a peut-être 70% de la population qui se connaît pas, donc du coup, à mes yeux, qui passe totalement à côté d'elle-même et donc du coup qui n'est pas cohérent et aligné avec qui elle est en fait profondément, quoi. Et c'est aussi pour ça que je mets beaucoup d'énergie à semer des graines, c'est pour les amener justement à se rappeler en fait qui ils sont réellement, à se comprendre
et pour se réaligner concrètement avec leurs valeurs profondes et ce qui pourrait leur donner sens dans la vie, en fait, là où ils pourraient se sentir utiles, quoi. Donc, Mhm. c'est peut-être pas vraiment une valeur, mais c'est quelque chose Bah, où j'aimerais vraiment qu'on tende de plus en plus dans cette direction. cette cohérence, mais je suis complètement d'accord. Et puis, tu vois, dans les accompagnements que je peux faire en tant que thérapeute, je vois bien hein, des costumes qui sont pas trop ajustés, là, qui finissent par craquer, ou dans Ouais, lesquels ils sont trop grands, donc on se sent pas très à l'aise et ça va pas. Et de plus en plus, des petites choses et des petites graines plantées depuis quelques décennies, où avant on se contentait de ce costume trop petit ou trop grand, et puis on le gardait bien toute sa vie. Aujourd'hui, on se dit non, non. Alors, ça fait des grosses crises de vie quand même, malgré tout. Donc, surtout oui, quand ça arrive un peu tardivement, ça fait des grosses crises de ouais. vie. Mais par contre, c'est pour une renaissance meilleure. Donc, Ah oui, complètement. beaucoup d'oser Ouais, être soi. c'est ça. Et j'imagine que tu vas partager mon avis. Généralement, ça arrive entre 40 et 50 ans. Bah, évidemment. Donc, en fait, honnêtement, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, posez-vous les questions un petit peu plus tôt, parce qu'entre 40 et 50 ans, ça fait un peu beaucoup de charivari autour de soi. Parce qu'en général, C'est on n'est vrai. souvent pas seul dans la vie. Donc, on a un conjoint, on peut avoir des enfants, et ce sont des moments, des passages de vie pas forcément faciles. Mais Tout à bon, fait. le plus important, c'est d'en renaître. Oui. Et puis voilà, de renaître, de vivre comme une espèce de renaissance sans rendre non plus aussi l'entourage trop responsable de tout ce qui se passe. Oui, puis surtout, moi, je le vois à travers mes activités, toutes ces personnes que je rencontre, parce que je voyage beaucoup aussi. Il y a 6 mois de l'année où je me déplace un petit peu partout. Et en fait, très clairement, on peut reprendre les rênes de sa vie à n'importe quel moment de sa vie. Absolument. J'ai fait une rencontre il y a pas longtemps d'un couple ils avaient 70 ans. Tu vois, 70 ans. Et ça, donc, ils s'étaient rencontrés, là, ils étaient super heureux, ils allaient emménager ensemble. Et c'était là, maintenant, depuis leur rencontre, qu'ils commençaient à lire des bouquins sur la connaissance de soi, le développement personnel, à se former en permaculture et tout, tu vois. Et voilà, c'était génial. Ils étaient hyper lumineux, hyper heureux. 70 ans. Et ben, c'est génial. Tu vois, pour moi, en Ah, fait, tu sais, y a on pas n'a de... pas d'âge pour être amoureux, hein. C'est ça. Une troisième question, Julien. Un événement qui t'a rendu particulièrement heureux? Il y a plusieurs événements, mais le premier qui me vient là spontanément, qui a été un grand déclic dans ma vie, c'est le premier voyage que j'ai fait en prenant l'avion. Et donc moi, je suis né en 78, j'ai 44 ans là aujourd'hui, et donc à l'époque, quand on prenait l'avion, c'était réservé déjà à une classe sociale quand même qui gagnait très très bien sa vie. Nous, on est issus d'une classe très très moyenne, donc c'était déjà dingue en fait de prendre l'avion. Et c'était un voyage assez fou en fait pour mon âge, puisque j'avais 10 ans. On faisait partie d'un programme scolaire et on est tous partis, donc tous les élèves de la classe, on est tous partis dans une famille d'accueil aux États-Unis, à Milwaukee précisément, et Waouh, on près de y est resté, Chicago, ouais, et on Illinois. y est resté un Waouh. mois dans la famille, et en même temps, on continuait d'aller à l'école, mais du coup à l'école américaine sur place, quoi. Et ça, pour moi, ça a été un grand déclic dans ma vie parce que, bah, comme je suis 10, tu te doutes, la période scolaire, c'était un peu compliqué. J'avais l'impression vraiment d'être nul, de servir à rien, d'être un bon à rien. Mais par contre, l'expérience que j'ai vécue là-bas m'a éclairé sur quelque chose que je ne soupçonnais pas, en fait, c'est que je me suis senti super à l'aise, beaucoup plus que mes camarades. Moi, je voulais pas rentrer en France. J'écrivais à ma mère en lui disant, non, je veux rester sur place. Et ça a été une grande découverte parce que j'avais l'impression d'apprendre 100 fois plus dans ce que je vivais là-bas que quand j'étais assis à l'école. Tu vois, j'étais dans l'école de la vie, en fait, quelque part, quoi. Et donc, ça a été un grand moment, je pense, un grand déclic de ma vie, parce que maintenant, ça fait partie complètement de ma vie. Comme je te disais, il y a 6 mois de l'année où je me déplace un peu partout, c'est pas pour rien. C'est que pour moi, mais je pense que c'est transposable à beaucoup d'individus, c'est le meilleur outil en développement personnel, à condition de partir seul. Et donc, voilà, j'en apprends très, très souvent sur moi, comme ça, quand je pars seul. Mhm. Donc, ça a été ça, ouais, pour moi. Ouais. Ça, j'avoue que je suis assez d'accord avec toi parce que partir comme ça à l'étranger, je trouve que c'est stupéfiant ce qu'on apprend sur soi, sur les réactions qu'on peut avoir, sur une habitude qui n'est pas du tout la nôtre, qui ça nous interpelle. Et puis après ça, on se dit, mais tiens, en fait, c'est important pour moi ça, mais je n'en avais pas vraiment pris conscience. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que partir, nous, ce qu'on a vécu, partir vivre à l'étranger, tu remets beaucoup de choses en question, tu réfléchis beaucoup de Exactement. choses sur les fondements, sur tes habitudes, s'adapter à des nouvelles manières de vivre, remettre un peu en cause ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu nous enseigner, à quoi ça sert, y mettre du sens. En Tout à fait, fait.
On met plein de sens sur des choses qu'on fait un peu par habitude. Ouais, exactement. Et ce qui est chouette, c'est que ça vient naturellement. T'as pas besoin de te forcer, en fait. Le voyage amène ça, en réalité. Exactement, exactement, ouais. Exactement. Et puis l'importance de rester curieux aussi. Ça, la Ah, mais curiosité. oui, bien évidemment. Bon. C'est quelque chose que je trouve tellement important. Passons à notre quatrième question. Ton secret pour être heureux, Julien? Mon secret pour être heureux, je crois que c'est vraiment j'allais dire l'hygiène de vie, mais je sais pas si c'est vraiment le bon terme, la rigueur, les rituels, la discipline, voilà, tout ce que j'ai mis en place dans ma vie. Comme je te le disais, je suis réveillé tôt, moi, à 5h30 pour m'occuper de moi. Donc, je fais des exercices de yoga, hein, clairement, de la méditation, des exercices aussi un peu physiques pour entretenir mes muscles et mon corps. J'aime bien, je me considère comme un épicurien. Et donc, je fais très attention à ce que je mange, à mon alimentation. Et le matin, en fonction des périodes de l'année, j'aime bien faire aussi des jus à l'extracteur. Et donc, du coup, c'est un moment aussi méditatif pour moi parce que je prends du temps avec les fruits, les légumes, avant de les passer dans le jus à l'extracteur. Donc ça, c'est mon rituel du matin. Et puis après, comme je suis réveillé tôt, bah, évidemment, je commence, donc je le mets entre guillemets, à jardiner, donc comprendre à travailler tôt aussi. Et donc, j'arrête de travailler à 4h30 de l'après-midi pour avoir encore du temps après derrière moi, justement, pour m'occuper de moi, en fait, hein, très clairement, quoi. En tout cas, pour nourrir tous mes réservoirs personnels qui m'apportent de la vitalité, de l'énergie, du bien-être, globalement, quoi. Et je crois que c'est vraiment ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai écrit un livre qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous, en chemin vers soi. C'est pour rappeler, en fait, tous ces fondamentaux qui nous concernent tous. Et donc, dans ces rituels-là, donc le fait que je me lève tôt et que je m'occupe de moi, j'inclus l'alimentation, le sport, le sommeil, la nature, les exercices de relaxation et donc du coup le voyage. Quand tout ça, ça fait vraiment partie de ta vie. C'est-à-dire, tu sais, comme quand tu prends une douche, par exemple, tu réfléchis plus, c'est devenu une habitude de vie. Quand tu fais vraiment attention à ce que tu manges et que tu cherches vraiment des aliments, que tu les cuisines pour que ça t'apporte de la vitalité et de l'énergie, déjà, tu as fait un grand pas dans ta vie, quoi, en termes de bien-être. On dit qu'il faut 7 ans pour une personne qui est motivée pour changer son alimentation, parce qu'on ne nous l'a pas appris, quoi. Quand tu mets du mouvement dans ta vie aussi de manière régulière, c'est-à-dire une activité sportive, ça peut être de la marche, de la natation, de la course à pied, tout ce que tu veux. Et là, il y a plein d'études scientifiques qui le montrent, hein, donc c'est pas juste des belles paroles d'un philosophe ou d'un sage, hein, ce que je suis en train de dire. C'est que ce soit le sport, le sommeil, l'alimentation, la nature, les exercices de relaxation pour tous les sceptiques et les pragmatiques, il y a plein d'études scientifiques qui montrent tous les bienfaits, quoi. Donc c'est prouvé et reprouvé maintes et maintes fois, quoi. Mais par contre, l'alimentation va être différente d'un individu à un autre, le sport va être différent d'un individu à un autre. Si par exemple les tomates c'est bon pour moi, ça sera pas forcément bon pour toi. Si moi j'aime la randonnée, peut-être que toi ça sera la natation. Si moi j'ai besoin de 6 heures de sommeil pour être bien, peut-être que toi ça va être 8, etc., etc. Et donc c'est à chacun de se positionner un peu comme un chercheur et de voir vraiment qu'est-ce qui est bon pour lui, vraiment que pour lui, tu vois. Mais en termes d'alimentation, de sport, de sommeil, d'exercice de relaxation et de nature. Et donc tout ça intégré dans ta vie comme si c'était une habitude, tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps, déjà dans la vie de tous les jours. Et donc, tout ce qui va se passer dans ta vie, les événements, le regard que tu vas pouvoir porter sur les événements de ta vie, les échanges intersociaux que tu vas avoir donc, avec toutes les personnes que tu croises, ton mari, ta femme, tes enfants, etc., tout va être différent dans ta vie parce que tu seras déjà, toi, à la base, bien dans ta tête et bien dans ton corps. Et je l'ai tellement mesuré maintenant depuis une trentaine d'années que je vois en fait tous les bénéfices qu'on aurait vraiment chacun et chacune à faire cette démarche, tu vois, de tous les jours. C'est une vraie démarche. Et je vais même plus loin ces dernières années parce que je dis que c'est une responsabilité citoyenne en réalité de prendre soin de J'ai envie de te dire, stop aux injonctions. Je pense que c'est le pire ennemi de chacun d'entre nous, ce sont les injonctions. La société me dit que pour être quelqu'un de bien, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois être comme ci, je dois être comme ça. Et c'est véritablement là où on oublie d'être soi-même. Mais complètement, exactement, quoi. C'est pour ça que j'aime bien la notion de chercheur, d'être un chercheur pour soi-même et de vraiment d'essayer de se comprendre un maximum, de comprendre qui on est, quoi, de quoi on a besoin, juste pour être bien. Moi, mon adage préféré, c'est un esprit sain dans un corps sain. Parce que je trouve que ça résume vraiment super bien les choses de ce que je suis en train de dire là. Donc voilà, c'est ça en fait pour moi. Ouais, c'est super.
Julien, quels sont tes 3 synonymes de bonheur? 3 synonymes de bonheur. Alors, j'y vois la joie, le bien-être, la paix intérieure. La paix intérieure. Alors, on Ouais. les récapitule tous les 3. Oui. Joie, Joie, bien-être et bien-être, paix, paix et paix intérieure. intérieure. Ce qui Ah va oui, bien dans un esprit sain, dans un corps sain, la paix intérieure. On est ah comme bah oui, oui, très clairement. Qui bien-être est, aussi et joie aussi, finalement. c'est très challengeant, hein. La paix intérieure, c'est très challengeant, Mm. vraiment. Pour arriver à une paix intérieure, justement, c'est tout un cheminement vers soi-même. Et c'est pour ça que je te dis que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation. J'aimerais tellement qu'on accompagne nos enfants le plus tôt possible à se connaître, parce qu'on Ah, leur ferait un beau cadeau, quoi, pour plus tard, vraiment, quoi. et à côté de ça, avec aussi toute la richesse de savoir que se connaître soi-même, quelque part, on se connaîtra peut-être jamais vraiment soi-même parce qu'on bouge, on évolue, on change. Et ce que je trouve que c'est aussi la merveille de la vie, elle est là, c'est qu'il n'y a rien d'acquis finalement. Et du coup, je reviens avec ce mot de curiosité, enfin, qui m'est assez cher. Toujours avoir cette curiosité d'aller piocher en soi. Comment est-ce que les expériences de la vie me façonnent? Comment est-ce qu'elles viennent? Voilà, je dirais, on est comme une terre glaise, brute d'un sculpteur et les choses, elles se façonnent au fil du temps. De temps en temps, il peut y avoir paf, un petit coup de ciseau un peu raté, mais c'est pas grave, ça va se patiner, ça va se polisser et quoi qu'il arrive, ça fait quelque chose de beau. Oui, moi, ce que je dis de manière différente, c'est que la vie est une formation continue. Oui, Donc, on apprend vraiment tous les jours, tous les jours. Encore faut-il dresser les antennes et être observateur. Ouais. absolument, absolument. Et hop, je me lance. Notre dernière question, Julien. En 2 minutes, Oui. qu'est-ce que tu as envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? De lire mon livre. Alors, redis-nous ton livre. Alors, C'est quoi C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi aux en chemin vers éditions soi Erol. et où est-ce qu'il est édité? Aux éditions Erol. Aux éditions Erol. D'accord. Donc, hyper facile à trouver. Ah oui, oui, on le trouve partout. Ouais. On le trouve partout. Oui, Eh oui, ben, c'est ce qui me vient à l'esprit parce que ça résume beaucoup de notre conversation là, si tu veux, quoi. Donc, c'est ce qui me vient à l'esprit spontanément. Après, moi, j'ai une phrase aussi qui m'inspire beaucoup de Gandhi qui dit: sois le changement que tu veux voir dans le monde. c'est sûr. Pour moi, en fait, qui résume là encore, mais tellement de choses. Donc, commençons déjà à à nous changer nous-mêmes avant de vouloir le changement à l'extérieur. Ou en tout cas, incarnons le changement qu'on a envie de voir dans le monde. Ça, pour moi, c'est déjà bien si on arrive à l'intellectualiser, bien le comprendre. C'est déjà une bonne chose. Et après, bah, le second pas, c'est de passer à l'action. Et je crois que chacun, vraiment chacun à notre niveau, on peut faire du mieux qu'on peut tous les jours pour tendre dans cette direction. Là où on en est, hein, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, hein, mais que Absolument. chacun peut faire du mieux qu'on peut tous les jours, vraiment. Et ça, moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien vraiment que chacun puisse conscientiser ça, faire ce premier pas de tous les jours, peu importe ce que c'est, hein, une fois de plus, là où il en est, avec ses compétences, peu importe ce que c'est, ce qu'il estime, en tout cas, quelque chose de bon et nourrissant positivement pour lui, quoi. Et là, on serait, t'imagines, je te laisse imaginer, si l'ensemble de la population mondiale faisait ça, je pense qu'on serait dans une société complètement différente. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et écoute, hein, en tous les cas, quelque chose qui est très cher à tous nos auditeurs, parce que j'en parle tout le temps, c'est la politique des petits pas. Et j'aime bien ce que Oui, tu dis, une petite action. Ça sert à rien d'imaginer que ben, finalement, on va faire quelque chose d'énorme. Non, non, un petit pas, un sourire dans la rue, euh, exactement. et puis les capter. Enfin, c'est aussi ça le bonheur. Il y a une fille qui m'a souri dans le métro aujourd'hui, j'ai trouvé ça juste génial, quoi. Je me dis, tiens, Ben voilà, c'est le petit mais voilà. péps du jour, c'est sympa. C'est sympa. Mais c'est ça. Et qui n'a pas vécu ça? Tu Ouais. vois, quand tu Et qui ne marches le comme vit ça, pas? Tout le monde le ouais, vit. mais Mm. oui, c'est ça. Et tu marches comme ça dans la rue, peu importe où c'est, puis d'un coup, tu as une personne qui te sourit, tu sais, avec un vrai sourire franc, Mm. mais tu t'en rappelles toute la journée. Mm. Ça t'a fait du bien, en fait, tu vois. Et rien que ça, comme tu dis, on peut, en fait, le faire quand même, chacun de notre niveau. Alors après, il y en a qui vont être peut-être plus timides, donc la personne qui est plus timide, ça sera peut-être autre chose, tu vois. Je sais pas, un petit geste pour ton collègue, enfin, peu importe ce que c'est, tenir la porte à quelqu'un, enfin, peu Absolument. importe vraiment ce que c'est, on peut vraiment tous le faire et participer à cette éclosion positive. Mhm. Même dans un quotidien noir, même Oui, dans une situation difficile, âpre, compliquée à tous les niveaux, parce que il y en a qui vivent des choses vraiment difficiles. Il y a toujours, je trouve, dans une journée il y a des étincelles et ces étincelles, à nous d'aller les chercher. J'aime bien dire que souvent que les émotions négatives, c'est un peu le téflon, c'est un peu du velcro, tu sais, ça s'accroche.
alors que tout ce qui est positif, ça glisse un peu comme du téflon. Ben, faudrait inverser les choses. Tous les événements positifs, faisons-en du velcro. Accrochons-nous à tout ça. Je trouve que c'est vraiment merveilleux. Mais oui, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant qu'a proposé Florence Servan-Schreiber à travers son livre Les 3 kiffs par jour. Absolument. Là encore, c'est accessible vraiment à tout le monde, hein. Et on Mm. voit bien que, en tout cas, elle le démontre, les scientifiques aussi l'ont validé, que plus on répète l'exercice, donc pour ceux qui ne le savent pas, en gros, c'est dire 3 choses que vous avez aimées dans la journée. Vous pouvez le faire à table, par exemple, si vous êtes en famille, chacun le dit. Il n'y a pas de jugement à apporter, mais en tout cas, on a prouvé que plus on répétait l'exercice tous les jours, plus ça créait de nouvelles connexions neuronales, plus ça Absolument. devenait une habitude, et donc plus dans notre quotidien, on voyait les choses positives, contrairement à une grande majorité de la population, où quand tu leur poses la question, t'as passé une bonne journée, m'en parle pas, quoi. Les embouteillages, le collègue qui a été machin, le patron qui a comme ça, etc., etc. Et en fait, non. Si on prend le temps, justement, de créer cette nouvelle connexion, on voit que dans une journée, il se passe plein de choses super kiffantes. Mm. Vraiment. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bien en phase. Alors écoute, on arrive au terme de de notre interview et on a une petite habitude à Bulle de Bonheur, on termine toujours par une petite mousse. Tu sais, on est dans un univers pétillant avec plein de bulles. Une petite mousse, c'est une citation. Alors écoute, j'en ai sélectionné une pour toi. Et en fait, je trouve que finalement, elle va pas mal. Et elle vient de Marcel Proust et qui nous dit: le véritable voyage ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Ah, mais tellement. C'est ce que je dis très souvent. D'ailleurs, en plus, j'en parlais encore ce matin. Ce matin, je donnais aussi une conférence. Et, euh, et donc, je donnais une situation, mais il y aurait plein d'exemples. Imaginons, on est ensemble dans la rue, on est côte à côte, et je te demande à ce qu'on marche du même pas, au même rythme, et pendant 5 minutes, je te propose d'observer autour de toi, d'écouter, de sentir, de regarder, etc. Et au bout de 5 minutes, on s'arrête, et je te demande de me dire ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as senti, etc. En fait, on va voir que on a vu, senti, observé des choses complètement différentes. Et donc là, je trouve que ça image le regard qu'on porte sur la vie, en fait, dans notre société. L'autre exemple, qui est un peu plus, qui va peut-être beaucoup plus parler à des gens parce que c'est une des grandes peurs de notre société, c'est le fait que moi j'étais SDF pendant 6 mois. Donc c'est une période qui est très difficile. En plus, c'était en plein hiver. Ça fait peur à plein de personnes de se retrouver à la rue. C'est une des grandes peurs en fait de notre société. Et là, j'ai pu mesurer aussi comme quoi le regard sur ce que tu vivais était tellement différent d'un individu à l'autre. Parce que bien évidemment, je côtoyais d'autres SDF et je discutais avec eux. Moi, j'avais un regard très optimiste et positif sur la situation parce que au fond de moi, je me disais que j'allais m'en sortir. Je me disais qu'il allait y avoir une solution et que c'était temporaire et ça allait pas durer, quoi. Bon, ça a duré 6 mois, c'est quand même long. Mais la plupart des personnes avec qui j'ai discuté, elles étaient éteintes, en fait. Il n'y avait pas de solution. Elles avaient un regard sur la situation qui était extrêmement négatif. Et j'ai pu le voir après, le mesurer plein de fois comme ça dans ma vie. Quand j'ai créé mon entreprise, tu te doutes bien, j'ai posé le genou à terre plein de fois avant que ça marche. J'ai dû me relever à chaque fois, faire différemment, essuyer les échecs, proposer d'autres solutions, ouvrir d'autres portes, jusqu'à temps que ça marche. Et j'avais des potes autour de moi qui essayaient de se lancer aussi et qui vivaient les mêmes situations que moi. Ben, la plupart d'entre eux, ils ont arrêté. Parce que ils avaient une vision et un regard sur les échecs qu'ils pouvaient vivre qui était très différent de comment moi je les percevais. Mhm. Donc on voit bien, en fait, à travers ces exemples, tu vois que le regard qu'on pose sur une situation est ultra déterminante pour la suite et pour les choix que tu vas faire derrière. Et pour cultiver justement un regard peut-être avec plus de recul, plus optimiste, plus positif, de savoir retirer du positif dans du négatif, pour ça, je reviens tout le temps à la même chose. Et moi, j'invite d'ailleurs les gens qui nous écoutent s'ils ont d'autres idées, mais on revient toujours à la connaissance de soi. C'est parce que, en fait, je me connais. C'est parce que j'ai appris à me connaître. Je pense que, à travers toutes ces situations compliquées que j'ai vécues, et je t'en passe, il y en a eu des encore beaucoup plus extrêmes que ça, que je suis là aujourd'hui à discuter avec toi. Tu vois? Et donc, ouais, moi, j'invite tout le temps les gens vraiment à conscientiser ça, à se dire que, dernier exemple qui me vient encore à l'esprit là, c'est cette période de confinement qu'on a vécue. Ouais. On l'a tous vécu de manière très différente, mais globalement, une grande partie de la population a été sous pression de stress et dans une situation très anxiogène, quoi. Donc,
ça a éclaté beaucoup de familles, beaucoup d'amis. Enfin, c'était quand même très compliqué, spirituellement d'ailleurs aussi, et intellectuellement, physiquement pour beaucoup de personnes. Ben moi, j'ai vu que dans mon entourage proche, des personnes qui sont comme moi, je le mets entre guillemets, il y a des personnes qui sont dans cette démarche de prendre soin d'eux en priorité avant tout le reste et qui ont continué pendant cette période de confinement. Ben, nous, on a fait partie de ces gens, en fait, qui ont accéléré les prises de conscience. Parce qu'on était là, nous, on était au taquet, on était bien, tu vois, on était en forme, on avait conscience des enjeux. En tout cas, on avait notre propre regard et le recul sur ce qui se passait dans la société, ça restait notre point de vue. Mais de ce point de vue-là, on s'est dit, en fait, quand je dis on s'est dit, c'est à l'échelle, on est des millions, que c'était le bon moment justement pour être proactif, pour semer des graines et pour accélérer les prises de conscience. Mais si l'ensemble de la population, comme je te le disais, était déjà dans la démarche de prendre soin de soi en priorité tous les jours, à travers des exercices, l'alimentation, le sommeil, tout, etc., la plupart des gens, ils l'auraient vécu de manière très différente. C'est certain, c'est certain, c'est certain. Et donc voilà. Donc, tu vois, on revient tout le temps, en fait, à la connaissance de soi. C'est vraiment un des éléments clés de notre société. Et donc, plus on sera nombreux à inspirer les gens, à semer des graines, à générer des déclics autour de ça, et plus on fera avancer le schmilblick, comme disait Coluche. Exactement, tout à fait. En tous les cas, merci beaucoup, Julien, de t'être prêté à ces questions et à cette interview. J'ai passé un très bon moment et puis nos auditeurs l'ont passé certainement aussi. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi, Raphaël, merci. Et avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.